Merci, chers collègues. Merci de m'avoir invité. Je crois que c'est ma première participation à un congrès de médecine générale. Alors, la première chose qui m'a marqué, c'est l'existence même de ce congrès avec un « E » à la fin, pour enseignants, parce que je crois que dans aucune autre spécialité médicale, il y a des congrès qui associent tous les enseignants d'une discipline, incluant les chefs de clinique. Et du coup, votre moyenne d'âge est très jeune. Et ça se sent beaucoup. Ça se sent beaucoup. Il y a beaucoup de fraîcheur dans vos interventions, beaucoup de dynamisme, et c'est beaucoup tourné vers l'avenir. On sent que vous construisez quelque chose. Ce qui naturellement est le cas, et bien sûr est beaucoup moins le cas des autres spécialités médicales. Alors tout ça c'était évident, mais encore faut-il que vous ayez conscience que c'est ça, c'est cette impression que vous dégagez. Alors il y a quelque chose qui n'est absolument pas évident, et je pense que vous ne le réalisez pas, c'est que vous êtes le premier congrès de médecine où on ne parle quasiment pas de biologie. Et alors, en pédopsychiatrie, on ne parle pas de biologie, encore que même maintenant, ça arrive. Même maintenant, ça arrive. Et je pense que c'est une formation identitaire. Et on va le voir après. Il y a une explication à ça. Il y a une explication à ça. C'est une formation identitaire, et même c'est une formation réactionnelle, comme disent les psychiatres. C'est que j'ai compté, durant les études de médecine, il y a à peu près 600 heures de cours de biologie en premier et second cycle, et entre 5 et 10 heures de cours de psychologie médicale. Et je pense que dans votre pratique quotidienne, ça vous interroge. Donc pas de biologie. Alors par contre, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est des statistiques. Il y a beaucoup d'evidence-based medicine et de statistiques. J'ai entendu beaucoup les mots démontrer, prouver. Ce sont des mots forts pour vous. Et peut-être que je reviendrai après, peut-être un peu trop fort. Peut-être un peu trop fort. Vous connaissez la définition du mot prouver. Alors je sais bien que dans evidence-based medicine, ce n'est pas forcément prouver qu'on doit traduire. Mais enfin, vous avez utilisé aujourd'hui ce mot prouver et démontrer. Une proposition est prouvée quand elle est établie par une méthodologie reconnue et qu'elle entraîne une croyance. Et c'est vrai que souvent en médecine, on se réfugie derrière l'evidence-based medicine parce qu'on a besoin de croire en des choses qui marchent. Parce que sinon, on est complètement sidéré par l'anxiété de ne pas savoir quoi faire. Alors, je ne dis pas que l'evidence-based medicine est sans utilité. C'est mon métier en particulier. Mais, et je vais y revenir, donc vous faites entre biologie et statistique, qui sont les deux piliers de la connaissance positive de la médecine occidentale moderne. Vous avez choisi votre camp, c'est le camp de la statistique. Alors, néanmoins, ce que j'ai senti aussi, et c'est très subtil, c'est une perception clinique, c'est qu'il y a un clivage, pas à l'intérieur de votre communauté, un peu à l'intérieur de chacun d'entre vous, à des degrés divers. Et c'est un clivage, et c'est même par moments un peu une détresse. Cette détresse, c'est qu'il y a un hiatus entre ce que vous voyez au quotidien dans votre pratique et puis ce qu'on vous a appris et ce que dit la statistique. Et ça, d'ailleurs, dans les présentations en séance plénière qu'il y a eu tout à l'heure, vous n'étiez pas tous là, mais il y a eu un collègue, donc on parlait de statistiques, comment expliquer une fréquence à un patient, et il y a un collègue qui a dit, mais oui, mais mon patient, lui, c'est pas une fréquence, lui, où il va rechuter, où il ne va pas rechuter, et alors comment on peut conceptualiser le fait qu'il y a un risque, mais que pour lui, ce n'est pas un risque. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer, personne ne sait ce qui va se passer, et pour lui, ça va se passer ou ça ne va pas se passer. Vous voyez, là, il y a une tension, une véritable tension entre une réalité clinique et une réalité académique qui est la notion abstraite de risque.
Et d'ailleurs, alors, vous pourriez me poser la question, puisque je suis au premier rang de ce clivage, puisque vous imaginez que d'un côté, je fais de la statistique, et de l'autre côté, je fais une pratique clinique de pédopsychiatre et qui est quand même très peu opérationnalisée, comme vous devez être au courant. Eh bien, figurez-vous que je n'utilise quasiment jamais de statistiques dans ma pratique clinique. Hein, j'en utilise juste quand j'ai des parents qui m'ennuient, qui veulent vraiment aller à contrario de ce que je pense évidemment comme étant le mieux pour leur enfant. Et à ce moment-là, j'utilise les statistiques comme argument d'autorité. Alors, c'est peut-être pas bien, on peut discuter, mais enfin, il y a par moments, on est obligé de faire des choses comme ça. Hein, donc, la statistique, pour moi, est un élément de rhétorique dans le discours de la relation médecin-malade. Par moment, on me dit, oui, mais je veux savoir. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ah ben, tu veux savoir, alors je vais te donner les résultats des statistiques. Et donc, je donne les résultats des statistiques. Et donc, je me dois de les connaître. Et je les donne. Mais franchement, ça n'apporte pas grand-chose. Ça n'apporte pas grand-chose. Et quand on dit effectivement que la décision thérapeutique doit être partagée, ce que je conçois complètement et ce que je fais, en fait, la statistique n'aide pas trop pour ça. En tout cas, c'est mon point de vue de clinicien que je vous donne. Hein. C'est comme ça, sans... puisque j'avais une carte blanche pour pouvoir être témoin, je vous dis juste ce que je pense. Alors, donc, il y a un hiatus entre ce que vous vivez, ce que vous avez appris, et donc, quand vous êtes enseignant, ce que vous êtes censé apprendre. Et ça m'a fait penser, vous savez, il y a des vieux philosophes grecs qui avaient séparé le monde supralunaire du monde sublunaire. Le monde supralunaire, c'est au-delà de la Lune, tout est lisse, tout marche bien. Oui, ça fait des ellipses, on peut prévoir quand il va y avoir une éclipse, etc. Et puis le monde sublunaire, c'est nous, c'est un grand bazar, rien n'est prévisible, voilà, on ne comprend rien. Et je trouve qu'en médecine, il y a un peu ça, c'est-à-dire vous avez quelque part une médecine académique de CHU où il y a beaucoup de mécanismes biologiques et où tout est expliqué avec des anticorps monoclonaux, etc., qui vont se fixer sur des cibles, etc., et voilà. Et puis vous avez une réalité triviale de gens qui ne prennent pas leurs médicaments alors que c'est censé leur sauver leur vie, et on est complètement démunis contre ça, et on s'en rend compte alors que ça fait 10 ans qu'on les suit, et voilà. Et que, comme vous, ben, vous êtes enseignant, vous êtes exactement entre le monde sublunaire et supralunaire, hein, entre le marteau et l'enclume, et que ben, ça crée des tensions forcément. Alors, et j'ai vu ça en particulier, alors je vais vous donner un exemple concret, j'ai été à un symposium ce matin sur l'évaluation des soins non pharmacologiques, et il y avait une présentation, alors qui m'a interpellé forcément, hein, la psychothérapie ne sert à rien, une réalité pour la littérature. Alors, comme l'objectif, ça devait être une observation participante, j'ai rien dit. Alors, c'était intéressant parce que donc une jeune collègue a présenté une méta-analyse de l'efficacité des psychothérapies en présentant sa méthodologie, en disant qu'il y avait des limites, ce qui était le cas, bien entendu, et en disant que finalement, au bout du compte, les psychothérapies, ben, on ne sait pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc là, c'est le discours de l'EBM. Et puis dans la salle, il y a eu un émoi. Donc vous voyez, il y a la tension. Il y a eu un véritable émoi. Hein. Et d'ailleurs, la collègue, en faisant sa présentation, elle l'a senti, elle l'a dit. Elle a dit, oui, ce que je vais vous dire peut-être va. Et donc, il y a une collègue qui a dit, oui, mais tu dis ça, mais... Moi, mes patients, ils vont en psychothérapie et je vois que ça marche. C'est évident que ça marche. Tout le monde sait que ça marche. Alors, comment ça se fait, ce que tu dis, que ça ne marche pas? Premier élément de la tension. Deuxième élément de tension, il y a un autre bras qui se lève, il dit, mais en fait, on ne peut pas évaluer les psychothérapies comme ça, c'est subjectif, etc. Il faudrait faire une étude qualitative. C'est comme ça qu'on évalue les psychothérapies. Oui, mais alors, avant de faire du qualitatif, etc., il y a eu un vrai débat, et d'ailleurs qui ne s'est pas terminé. Qui ne s'est pas terminé. Et qu'est-ce qu'on peut en dire, finalement, de ça? Ben d'abord que, on est un clinicien, on se doit d'informer les patients des soins qu'on a à leur proposer, et on se doit d'être au courant des soins qui sont efficaces ou pas. Et donc faire une revue de la littérature et faire une méta-analyse, c'est de bon goût.
Voilà, c'est de bon goût. Donc, alors après, la réalité, c'est compliqué. Il n'y a pas que la clinique qui est compliquée. Même de collecter des articles sur PubMed, eh ben, c'est pas simple parce qu'ils ne sont pas tous là, etc., etc., etc. Et surtout les psychothérapies. Et puis en plus, c'est des soins non médicamenteux, donc ils sont mal financés. Donc, bien sûr que les études sont mal faites. Bien sûr que les études sont mal faites. Mais là aussi, si on ne prend pas les études qui sont mal faites, alors, oui, souvent les études bien faites, il y a plus de conflits d'intérêts que les études mal faites. Hein. Les études bien faites, il y avait beaucoup d'argent pour bien les faire. S'il y a beaucoup d'argent, en général, pas toujours, mais c'est qu'il y avait des intérêts à faire l'étude. Donc en fait, tout est compliqué là-dedans. Tout est compliqué. Et on ne peut pas, même en faisant une méta-analyse, on ne peut pas dire à la fin qu'on a un truc qui tient la route. D'ailleurs, tout à l'heure aussi, dans les présentations, il y avait Denis Pouchin, mon ami Denis Pouchin, qui parlait de l'effet, de façon très provocateur, des méta-analyses qu'il a fait avec Rémi Boussagean sur l'efficacité des antidiabétiques oraux, qui ne marchent pas, vous êtes au courant. Hein. On ne peut pas dire ça. Hein. Sauf que la méta-analyse, il dit que ça ne marche pas. Alors, bien sûr, il a dit, ah oui, mais quand même, on ne peut pas dire, je ne vous dis pas de ne pas prescrire. Mais enfin, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, Jean-Sébastien, il a dit, du coup, moi, j'en prescris plus, je prescris des IEC et des statines. Finalement, on n'en sait rien. Oui, on n'en sait rien. Sûrement que si ça marchait très bien, on le verrait dans la méta-analyse. Là, j'achète. Si les antidiabétiques oraux marchaient très bien, on l'aurait vu dans la méta-analyse. Mais la méta-analyse, elle ne permet pas de dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Et donc après, faites-vous votre propre opinion. Mais non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et donc, bien sûr que les psychothérapies marchent, bien sûr. Et d'ailleurs, la question, c'est même plus est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas, c'est comment ça marche, quand, chez qui ça marche, à partir de quel moment ça marche, pourquoi ça a marché à ce moment-là et pas avant, etc. Effectivement, il y a une littérature énorme, mais effectivement, elle est dans Psychinfo et pas dans PubMed en général. Et donc voilà, il y a plein d'explications qui font que même la psychanalyse, ça marche. Alors, mais il y a même une méta-analyse du JAMA qui dit que les thérapies psychanalytiques marchent. Aucun de mes collègues de santé publique veulent accepter ça. Ce qui montre que, vous voyez quand même, il y a des histoires de croyances derrière le BM aussi. Hein. Des histoires de croyances. Et c'est vrai, bien sûr, qu'une approche qualitative est drôlement utile pour évaluer les psychothérapies, mais elle est drôlement utile pour évaluer aussi les médicaments. Et c'est complètement fou qu'on ait dépensé sûrement des milliards d'euros pour évaluer les antidépresseurs, et je ne connais qu'une seule étude qualitative qui a demandé à des gens ce que ça faisait que de prendre un antidépresseur sérotoninergique. Or, je suis sûr que vous avez plein de patients qui vont se demander que vous avez déjà prescrit des SSRI, forcément, et qu'un jour, quelqu'un vous a dit « mais ça fait quoi quand on prend ces trucs ?» Ça va arranger votre dépression. Oui, mais d'accord, si vous me le donnez, c'est que ça va l'arranger. Mais si je le prends, comment je vais être après? Comment je vais me sentir? Il n'y a pas ça dans les essais randomisés. Alors, je vais conclure là-dessus. Pour conclure, je pense que vous êtes dans une situation exaltante sur un plan scientifique, parce que vous êtes dans une situation, quelque part, de vide épistémologique. D'ailleurs, on dit souvent, oui, on a un modèle biopsychosocial. Hein, et en fait, ça ne veut rien dire, biopsychosocial. Ça veut dire qu'il y a tout, quoi. On pourrait ajouter la physique des particules et l'anthropologie, et il y a tout. Donc, en fait, il n'y a pas aujourd'hui, je pense, d'épistémologie de la médecine générale. Vous voyez, les médecines de spécialité, la psychiatrie est peut-être un cas particulier, les médecines de spécialité ont leur épistémologie, c'est la biologie. De fait. Or, vous avez une position d'émancipation par rapport à la biologie. C'est une réalité sociologique. Hein. Vous vous êtes émancipé de la biologie. Et donc, vous avez à construire votre épistémologie. Alors, il y a un courant qui va vers l'évidence des médecines comme épistémologie de la médecine générale. Mais à l'évidence, ça ne suffit pas. Hein. À l'évidence, ça ne suffit pas.
Et je crois qu'alors, elle est à construire, et je ne peux pas vous dire quelle est cette épistémologie, c'est vraiment à vous de la construire, mais je pense qu'il y a quand même une piste avec un mot-clé qui est triangulation. C'est que, bien sûr que vous avez affaire à la statistique, bien sûr, c'est indispensable d'avoir recours à la statistique et à l'évidence-based médecine en médecine générale. C'est indispensable, en étant peut-être un peu plus soft. Mais aussi, il faut assumer que, étant en soins primaires et donc au contact direct du patient, en général sans le backup de l'institution hospitalière, qui change complètement la relation médecin-malade, hein, complètement, on est bien d'accord, hein, que du coup, on ne peut vraiment avoir accès à ça qu'à partir d'approches qualitatives. Et vous savez que d'ailleurs, la médecine générale française est à la pointe des approches qualitatives en France, hein, que autant l'association, le GRUMF, qui fait de la recherche qualitative en médecine, c'est quasiment que des médecins généralistes, et puis qu'il y a un DU de médecine générale qui marche très bien. Et donc, il ne faut pas hésiter à embrayer sur ces deux axes en même temps. Vous avez deux jambes, servez-vous-en toutes les deux. Merci pour tout.